À un mois de l'Ironman, j'ai été percutée par une voiture alors que je faisais un de mes entraînements vélo. Je me demande comment je vais faire pour courir les 42 km. C'est vraiment dans ma tête, il y a un moment où, un court instant où je me dis mais c'est pas possible, pourquoi je continuerais, peut-être qu'il vaut mieux que j'arrête maintenant quoi. En fait, mon esprit faisait tout pour que je lâche. Au fond de moi, il y a une petite voix qui me disait tu peux le faire, anything is possible. Le 2 juillet 2023, j'ai participé à l'Ironman de Francfort. Un Ironman, c'est 3,8 km de nage, 180 km de vélo. Sur Francfort, il y avait 182 km exactement et 1800 mètres de dénivelé. Et enfin, 42 km de course à pied. J'ai décidé de m'inscrire à l'Ironman de Francfort pour mes 30 ans. Et aussi parce que je sortais d'une blessure assez grave au niveau de la jambe gauche. Et alors, il me fallait un nouvel objectif pour me remotiver dans le sport. Pour me préparer pour l'Ironman, je me suis entraînée sur une année entière, à hauteur de 20 à 25 heures d'entraînement par semaine. J'ai suivi une programmation en ligne qui s'appelle Mon Coach Triathlon. J'en suis vraiment contente, donc j'ai vraiment pas peur de les nommer. Une fois que le déroulé est fait, donc avec différentes périodes, hivernale, affûtage, de charge, enfin toutes les périodes qu'on peut connaître. Une fois que les périodes sont établies, ensuite c'est un menu. On nous propose 3 entraînements dans chaque discipline. Donc nage, vélo, course. J'ai fait le choix de m'entraîner à hauteur de 2 entraînements dans chaque discipline minimum par semaine, ainsi que 2 entraînements de musculation au poids de corps ou alors avec de légers poids par semaine. Et le week-end, j'avais une 3e séance que j'appelais la séance bonus dans chaque discipline. Cette séance, je ne suivais pas forcément la programmation du coach triathlon. Je faisais vraiment ce qui me donnait envie. Ma préparation s'est plutôt bien passée. C'est vrai que j'ai eu des moments assez difficiles où les entraînements pouvaient être assez longs et seul, c'était pas évident. Je suis vraiment contente de la programmation en ligne et aussi chaque séance est déclinée de différentes façons, de manière à choisir si on a le temps ou pas et aussi si on souhaite la faire aussi détaillée qu'ils nous le proposent ou non. Et vraiment, j'ai apprécié ce large choix, cette variété qui nous permet de faire en fonction de la forme du jour, mais aussi en fonction du temps, parce que on se le cache pas, c'est aussi chronophage et que parfois on peut manquer de temps. Et le fait qu'ils proposent différents menus peut aussi déculpabiliser de se dire qu'on va plutôt faire la séance simple plutôt que la séance optimale, en se disant que malgré qu'elle soit simple, elle fait tout de même partie de la programmation et qu'elle sera efficace et efficiente pour l'Ironman qui approche. C'est vrai que j'avais du mal à louper une séance, c'est quelque chose qui pouvait me faire culpabiliser, dans le sens où ça pouvait me faire ensuite douter de moi, de me dire est-ce que je serais prête si je loupe cette séance. Et grâce à ces différents choix, je pouvais quand même malgré tout caler la séance. Au niveau de l'entraînement en course à pied, je n'ai pas pu faire toute la programmation sur un an comme j'ai pu la faire sur les autres disciplines. Je n'ai pas pu la faire tout simplement parce que j'ai eu plusieurs blessures au niveau des ischio-jambiers. Malheureusement, lorsqu'on se blesse au niveau de l'ischio, souvent ça récidive et ça n'a pas loupé pour moi. Donc j'ai seulement commencé, entre guillemets seulement, ma programmation de course à pied à 12 semaines avant l'Ironman. 12 semaines, c'est vrai que c'est très peu pour courir un marathon. Surtout que les barrières horaires sur Francfort sont très drastiques, je ne sais pas si je peux dire ça, sont très drastiques dans le sens où j'avais seulement 15 heures au total pour faire Francfort. Les barrières horaires selon les Ironman varient, elles vont être plus ou moins longues selon l'Ironman auquel on s'inscrit. Au niveau du déroulé de la programmation, à un mois de l'Ironman, j'ai été percutée par une voiture alors que je faisais un de mes entraînements vélo. Ça a été un sacré choc psychologique mais aussi physique pour moi. Il y a eu beaucoup de stress de savoir est-ce que je serais rétablie à temps. Est-ce que le fait que je m'entraîne moins à cause de cette convalescence me permettra d'être en forme le jour J? Et surtout, est-ce que mon vélo sera réparé pour l'Ironman, étant donné qu'il y avait plus de 2000 € de frais de réparation sur le vélo. J'ai eu différentes peurs lors du départ de la course. Ma première crainte, c'était vraiment les barrières horaires. Vraiment, pour moi, 15 heures, ça me paraissait vraiment pas beaucoup pour faire l'ensemble de l'épreuve. Ça me paraissait vraiment pas beaucoup si j'avais le moindre problème mécanique avec mon vélo. Parce qu'il faut le rappeler que du coup, à cause de mon accident, j'ai récupéré mon vélo à peine, il me semble, 4 jours avant le départ pour l'Allemagne, pour Francfort. Ce qui fait que je l'ai très peu testé. Des peurs aussi au niveau du physique. Est-ce que physiquement je serai prête? C'est quand même mon premier Ironman. Ça fait seulement entre guillemets 1 an que je m'entraîne. Est-ce que c'est suffisant?
Et aussi des peurs au niveau des aléas qui peuvent se passer durant la course, que ce soit au niveau de la météo ou même au niveau digestif. Je suis quelqu'un qui est très sensible et surtout sur la course à pied. Est-ce que du coup ça va être un frein pour moi et est-ce que je vais arriver quand même à m'alimenter pendant la course comme il le faut et m'hydrater aussi. C'est vraiment paradoxal en fait. Au fond de moi, il y a une petite voix qui me disait tu peux le faire, anything is possible. Et aussi il y a une autre voix qui me disait c'est vraiment un gros effort, il y en a beaucoup qui échouent, il y en a beaucoup qui abandonnent. J'avais toujours dans le coin de la tête que ça puisse m'arriver. Et en fait, me dire que ça puisse m'arriver, ça me permettait aussi de désacraliser l'échec, en fait. De me dire, écoute Laetitia, si jamais tu parviens pas à franchir les barrières horaires, c'est pas grave. Il y en a tellement qui essayent plusieurs fois avant d'en réussir un. Pourquoi pas toi au final? T'as que 30 ans, t'es jeune, ça reste quand même une discipline à maturité. Quand je voyais les autres concurrents, je faisais partie des plus jeunes, on va pas se le cacher, c'est quand même une moyenne d'âge assez âgée. Donc voilà, assez paradoxal dans le sens où je me disais que quand même, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. J'ai tout mis en place pour y arriver, malgré mes blessures, malgré l'accident. J'ai jamais lâché, j'ai tout donné, que ce soit au niveau de l'entraînement, de la discipline, de la rigueur, au niveau de l'alimentation, du sommeil. Enfin vraiment, j'ai tout mis en place, donc j'essaie de me rassurer à ce niveau-là. Mais aussi le côté où je me dis il y a tellement de facteurs externes qui peuvent influencer que advienne que pourra, maintenant on y est, on y va. Alors la programmation au niveau de mon cercle familial, j'ai eu beaucoup de chance, mon mari m'a soutenue. C'est un projet qu'on a choisi de mener ensemble, conjointement. Je pense que sans son soutien et sans son accord, c'est quelque chose qui est inenvisageable au vu du temps que ça prend, de la discipline que ça instaure. Et le fait que notre quotidien et notre année a été rythmé autour de cet événement. Après, au niveau un peu plus large du cercle familial, ça engendre qu'effectivement, on se voit moins. Pareil pour le cercle des amis, ça engendre qu'on se voit un peu moins. Après, c'est un sacrifice que j'étais prête à faire pour aboutir à mon objectif. Je n'avais pas d'objectif en termes de temps sur Francfort. Mon objectif en termes de temps, si vraiment il y en avait un, c'était vraiment de finir l'Ironman dans les barrières horaires. J'ai pas un bon niveau, effectivement j'ai un bon niveau par rapport à quelqu'un qui ne fait pas un Ironman, mais par rapport à des gens qui font des Ironman, j'ai pas un bon niveau, donc je pouvais pas prétendre à faire un chrono. Donc rien que terminer dans les temps des barrières horaires, je serais la plus heureuse. Du coup, comme je l'ai expliqué précédemment, je faisais 2 voire 3 séances dans chaque discipline par semaine, ce qui nécessitait donc d'organiser 2 entraînements par jour. Cette année, j'ai un travail qui m'a permis d'articuler mes séances, une première sur le temps du midi et ensuite une séance le soir. Au départ, j'avais essayé de caler une première séance à 5h30 le matin avant mon travail parce que je commence à 7h45. Mais c'est une des fois où je me suis blessée du coup au ischio-jambier parce que je pense que c'est pas des entraînements qui sont faits pour moi à la sortie du lit. Je suis pas assez échauffée, c'était pas adapté pour moi, donc j'ai su rebondir face à cette épreuve qui a été la blessure et le fait de me rendre compte que ça correspondait pas à mon rythme en tout cas. Et du coup, j'ai su réadapter en faisant un entraînement sur le temps du midi parce que j'avais un peu plus de 2 heures pour manger. Et aussi, du coup, mon second entraînement à 17h en sortant du travail. Le départ de la course était à 6h40 le dimanche 2 juillet. La température de l'eau nous a tenus en haleine jusqu'au dernier moment. Donc 3 jours avant, l'eau était à 24 degrés, ce qui fait que même pas, elle était à 24,5, ce qui fait que moi, en toute honnêteté, j'avais fait le deuil de la combinaison, de manière à pas être déçue qu'on me dise elle n'est pas autorisée, et de manière à être surprise si jamais elle était autorisée. Donc arrivée sur place le matin même, grande nouvelle, la combinaison est autorisée. Donc départ 6h40 pour les pros et ensuite 7h jusqu'à 7h30 pour les amateurs. Donc nous on est arrivé à peu près 2h30 en avance sur place, de manière à avoir le temps de poser toutes les affaires au parc à vélo. Cette fois-ci j'ai fait le choix de ne pas les poser trop longtemps en avance et de les poser vraiment le jour J, de manière à ce que mes boissons mais aussi mon alimentation ne tournent pas comme ça avait pu le faire sur Aix-en-Provence. Donc on arrive avec ma famille, j'ai beaucoup de chance, j'ai du coup mon mari qui était présent, ma mère et aussi mon beau-père qui sont venus me soutenir jusqu'à Francfort. C'est vrai que ça a été un soutien non négligeable tout au long de l'épreuve. Donc pendant ces 2h30, moi en tout cas je ne les vois pas passer.
Le temps de tout m'équiper, le temps de m'échauffer aussi soigneusement. Et ensuite, le temps d'observer. Donc, c'est l'organisation qui met en place un jet ski qui va nous montrer le tracé de la nage. Ça nous fait un premier rectangle. Heureusement que le jet ski nous le montre parce qu'en fait, il faut passer jusqu'à des dernières bouées qui sont de couleur noire au loin et que vraiment, si le jet ski ne passait pas derrière, je ne les apercevais pas. Donc un premier rectangle avec ensuite une sortie à l'australienne sur la plage pour ensuite faire un dernier triangle. À mon tour du départ, je me positionne sur le sas 1h30. On part 6 athlètes toutes les 2 secondes. C'est vraiment la machine à laver. Je trouve que la métaphore est vraiment adaptée. La machine à laver les uns sur les autres, entre ceux qui se surestiment, ceux qui se sous-estiment, ceux qui voient que tu vas les doubler, que ça met un coup de pression et qu'ils essayent d'accélérer mais que tu rattrapes au bout de 2 mètres. Et puis je sais pas ce qui se passe, je mets mal mes lunettes, ce qui fait que j'ai de l'eau qui est rentrée dans la lunette gauche. Je me dis au début, je vais pas m'arrêter pour 3 gouttes, et puis arrivé à la fameuse bouée noire, je me dis que c'est pas possible, la lunette est pleine, va falloir que je prenne le temps de la vider. Il reste quand même plus de 3 km, on va pas rester avec le manque de visibilité. Je vide ma lunette, je prends le temps de le faire. Je me fais du coup nager dessus, vraiment c'est les 101 dalmatiens, c'est impressionnant le monde qu'il y a. Donc j'essaie de faire au plus vite et de reprendre la nage. J'ai bien fait de vider mes lunettes parce que sur le retour, on a le soleil dans la figure et vraiment avec le soleil, plus le haut, j'aurais pas pu voir, déjà qu'on voyait mal. À Aix-en-Provence, c'était que des bouées triangles jaunes qui faisaient qu'on les voyait vraiment au loin. Là, c'était les petites oranges, ce qui fait qu'on les voyait vraiment, pas au dernier moment, mais on les voyait vraiment pas au loin. Du coup, en termes de repérage et de tracé, c'était vraiment pas évident de se repérer. Donc je finis mon premier rectangle, sortie à l'australienne, un peu déboussolée, un peu envie de vomir, de passer de l'horizontale à la verticale aussi rapidement. Mais bon, on est quand même un Ironman, donc je m'attarde pas trop. Je finis du coup le triangle. Il y a un peu mon épaule qui commence à me titiller sur la fin. Il était temps d'arriver. C'est vrai que suite à l'accident, ça avait vraiment réveillé des douleurs au niveau de l'épaule droite. Donc je mets 1h27 pour terminer du coup la partie nage. Hyper contente, j'avais estimé à 1h30. Comme pour Aix-en-Provence, j'ai plutôt tendance à bien m'estimer au niveau de la nage. Donc la partie transition pour aller sur le vélo. Donc c'est une plage avec du sable et c'était sale de partout. Ce qui fait que du coup j'avais les pieds vraiment en mode crunchy quoi. C'était impossible pour moi de mettre mes chaussettes comme ça, c'était hyper désagréable. Donc j'enlève ma combi et je prends le temps de bien m'essuyer les pieds pour mettre mes chaussettes et mes chaussures. C'était des tentes mixtes. C'est la première fois que ça m'arrive. Il y a un mec, il arrive, un petit en taille, il arrive après que je commence à m'essuyer les pieds. Le gars, à l'aise, il se fout à poil, mais vraiment à poil, on voyait ses fesses et son sexe. Puis moi j'étais assise, donc c'était à la hauteur de mon nez, c'était hyper désagréable, c'était trop malaisant, puis il était vraiment serré, il était collé à moi quoi. Et à un moment, il se baisse pour mettre ses chaussettes et du coup t'as ses fesses qui touchent mon sachet plastique, c'était trop malaisant. Mais le mec, il était à l'aise quoi. Mais du coup c'est bien parce que ça m'a motivée à encore plus me dépêcher pour cette transition parce que vraiment c'était trop malaisant. Je mets quand même 14 minutes et quelques pour la transition, sans grande surprise, je sais que je suis lente pour les transitions, c'est pas très grave, franchement je préfère avoir les pieds au sec et sans sable et j'enjambe le vélo et c'est parti du coup pour les 182 km de vélo et 1800 mètres de dénivelé au total. Donc sur la partie vélo, c'était 2 boucles de 90 km. Donc le lac était situé au sud-est de Francfort et on regagnait Francfort et ensuite c'était 2 boucles un petit peu au nord de Francfort. La première boucle s'est bien passée. Il n'y avait pas vraiment de passage difficile. À Aix-en-Provence, il y avait eu des passages difficiles, des virages, mais là, non. Le seul passage difficile pour moi était à un moment, on passait dans un village avec énormément de pavés et en côte. Donc on était obligé de ne pas avoir une grande vitesse parce que ça faisait mal, ça secouait. Sinon globalement, pas de grande difficulté du parcours en lui-même. Donc la première boucle s'est bien passée. La deuxième, ça a été très compliqué. Très compliqué, premièrement pour moi par rapport à mes hallux. Mon pied droit, il a flambé vraiment assez rapidement sur le début de la deuxième boucle. Ce qui fait que j'arrivais quasiment plus à appuyer mon pied. Du coup, j'essayais de pas être sur l'hallux, mais d'être plutôt sur la tranche externe du pied. Malgré ça,
C'était très douloureux. Dès les premiers tours aussi, des premiers kilomètres de la première boucle, j'ai commencé à me prendre, je sais pas si c'était un point de côté ou bien mes abdominaux qui travaillaient, mais une énorme sorte de douleur, de crampe, je sais pas, qui me gênait même au niveau de la respiration. Je me suis arrêtée au total 2 fois pour faire la petite commission. Et quand je m'arrêtais, la douleur passait. Donc je pense que c'était vraiment musculaire au niveau de la position. Peut-être la position du vélo que j'avais pas repris depuis un moment, parce que vu qu'il était en réparation à cause de l'accident. La deuxième grande difficulté sur cette deuxième boucle, ça a été le vent. Le vent, on en a eu un petit peu sur la première, mais sur la deuxième, il s'est levé. Je pense qu'on avait des rafales de 60 km/h. Je ne pouvais pas me mettre dans les prolongateurs tellement ça soufflait. Du coup là, il y a une problématique qui se posait à moi. Est-ce qu'il vaut mieux que je donne tout pour terminer rapidement le vélo, ou alors est-ce qu'il faut que je m'économise et que je mette du coup plus de temps pour terminer le vélo? En pleine réflexion, un arbitre me croise et me parle en allemand. Je lui dis que je parle pas allemand, il me parle en anglais. Je lui dis que je parle pas anglais non plus. J'ai un niveau d'anglais vraiment très très limité, niveau 6e. Donc elle me brandit un panneau bleu et elle me met entre 5 minutes. Donc je comprends qu'à la prochaine tente des arbitres des pénalités, il faudra que je m'arrête 5 minutes. Je comprends que la distance entre le vélo d'en face et moi était du coup inférieure à 12 mètres. J'arrive à la tente, le gars et du coup l'arbitre il me donne un chrono et qui du coup met durant 5 minutes et au bout d'1 minute, il vient me voir et il me dit je sais pas quoi. Je comprends pas. Et après, au final, je finis par comprendre qu'en fait, je dois avoir les 2 pieds au sol. Et en fait, j'avais seulement un pied au sol. Et du coup, il a passé, je sais pas, bien 20 secondes à m'expliquer que mon deuxième pied devait être au sol. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me parle de mon pied? Je comprenais pas vraiment. En fait, du coup, les 2 pieds doivent être au sol et on doit rien faire pendant ces 5 minutes. Donc, je reprends la route et du coup, je fais le choix de tout donner et quitte à ce que le vélo soit plus court en termes de temps. Du coup, j'ai terminé la partie vélo en 6h54 minutes. Si on enlève les 5 minutes, ça fait en 6h50. Donc, transition 2, sur grande surprise, elle dure un peu de temps aussi. Je mets un peu plus de 13 minutes si je dis pas de bêtises. Donc, je prends le temps d'enlever mes chaussures, je prends le temps de me masser les pieds parce que vraiment, mes hallux et surtout le droit sont feu. J'avais mis une crème Knock pour renforcer la peau dans mon sac. Donc, je prends le temps de bien me les masser, de mettre mes baskets, de prendre un gel et c'est parti. Je me demande comment je vais faire pour courir les 42 km. C'est vraiment dans ma tête, il y a un moment où, un court instant où je me dis mais c'est pas possible, pourquoi je continuerais, peut-être qu'il vaut mieux que j'arrête maintenant quoi. J'essaie de me remobiliser, je commence à marcher et là du coup je croise ma famille qui m'attendait, qui m'encourage. Qui me disent que ça va aller. Je marche jusqu'au premier ravitaillement, il n'y a même pas 500 mètres, et je prends le temps de me rafraîchir, de me mettre de l'eau sur le visage, de m'hydrater comme il faut, et je prends la route. Donc je suis pas du genre à établir une stratégie, mais là il faut que j'en établisse une pour un peu tromper mon mental et que je tienne bon. Donc là je prends le choix de courir entre chaque ravitaillement et de prendre le temps de marcher à chaque ravitaillement, sachant qu'il y a à peu près un ravitaillement tous les 2 km. Donc là, ensuite, j'étais en train de calculer, j'avais combien de temps pour finir ce marathon. Il me restait à peu près 6 heures. À chaque boucle, des bénévoles nous mettaient un bracelet de couleurs différentes en fonction de l'avancée de celle-ci. C'est vrai que psychologiquement, ça aide de se dire « j'ai déjà eu mon premier bracelet, mon deuxième, mon troisième ». Et enfin, j'attends le 4e, quoi. Au départ, quand j'ai vu le profil de la course, je m'étais dit, mais oh mon Dieu, 4 fois la même boucle, mais ça va être redondant, je vais m'ennuyer, ça va me paraître long, interminable. En toute transparence, j'étais tellement dans le jus, tellement dans le mal, que je ne saurais même pas refaire la boucle en fait. Je me souviens de rien. À part effectivement l'endroit où je prenais mes bracelets, sinon j'ai aucun souvenir. Pour essayer de me soulager un peu à cause des hallux qui me faisaient extrêmement mal, j'essaye de plus en plus de courir dans l'herbe ou dans la terre. Dès que je vois une zone avec un terrain qui pourrait amortir un peu plus la course, je me dirige sur celle-ci. Sur le 4e tour, je sais pas, mon esprit commence à prendre le dessus. Me dire mais pourquoi tu cours, allez il te reste 1h30, si tu peux le faire en marchant. En fait mon esprit faisait tout pour que je lâche et du coup j'ai marché un peu plus. Mais dès que je me rendais compte que j'avais lâché, je me disais non tu recours en fait. Et c'est à plusieurs reprises ça me l'a fait de me rendre compte que j'avais lâché et qu'il fallait que je me remobilise pour courir. Je n'étais pas seule sur la partie course à pied. L'avantage de ce parcours, c'est que du coup, on traversait le Main, ce qui fait que notre public, mes supporters, avaient seulement, entre guillemets, à traverser un pont pour me voir 2 fois durant ma boucle.
Donc j'ai eu beaucoup de chance, ma famille a pu traverser le pont à plusieurs reprises pour me soutenir. Je pense qu'ils m'ont vu dans tous les états, dans tous les états possibles et inimaginables. J'ai eu beaucoup de chance de les avoir, ça m'a permis de me redynamiser, de me remotiver. J'ai réussi à boucler l'Ironman en 14h10. Grosse surprise pour moi. Grosse surprise, moi qui pensais être ric-rac au niveau des barrières horaires, finalement, je trouve que je suis quand même plutôt large, 50 minutes, c'est quand même plutôt large. Là, quand je vois qu'il reste à peu près 1,5 km, je me dis, allez, je cours jusqu'au bout, je lâche pas. Et là, après, je vois les premiers bouts de moquette et puis je commence à voir l'arche. Et j'entends la fameuse phrase « You are an Ironman ». Désolée pour l'accent. Et là, je franchis la barrière et au même moment, je vois ma famille qui est dans les gradins sur la droite et ma mère qui a 2 doigts de pleurer. Allez ma belle, c'est bien. Allez, viens de toi, allez. Ouais, c'était un beau moment fort en émotion. Vraiment chouette. Et là, on est à quelques jours après l'Ironman, on est à 6 jours où j'ai encore beaucoup de mal à réaliser que j'ai réussi à accomplir cette expérience. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que c'est cliché, mais c'est leur slogan, mais que tout est possible, effectivement. Que je retiens que mentalement, je suis forte, que j'ai réussi à aller au bout et que je suis très fière de moi. Si je devais dire quelque chose à quelqu'un qui voudrait préparer un ultra triathlon, ultra trail, ce serait vraiment d'être rigoureux et d'être discipliné au niveau de l'entraînement. Moi, c'est vrai que tout le long de l'Ironman, je me suis demandé quand est-ce qu'allait arriver ce fameux pic de forme. Je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. En toute transparence, c'est la première fois que je prépare quelque chose, une compétition. Je m'attendais à que ce soit moins difficile, parce que je trouve que j'en ai énormément bavé. Au bout de 122 km de vélo, j'avais mon compte. Et au bout de 21 km de course à pied, j'avais mon compte. Je me rends compte que cette programmation, elle m'a pas permis d'avoir un pic de forme, mais elle m'a permis d'aboutir et d'arriver au bout, avant que les barrières horaires me freinent. Donc, d'arriver à être discipliné dans votre programmation pour arriver au bout de votre objectif. Et aussi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, et je pense aussi que cette année de préparation m'a énormément aidé au niveau de ma récupération. Là, on est à 6 jours après l'Ironman, et vraiment, sans mentir, je me sentirais capable de refaire un half s'il fallait le week-end prochain. Au niveau des points négatifs de l'Ironman, je vais pointer du doigt des choses qui m'ont vraiment dérangée et c'est pas du tout pour casser du sucre sur le dos de l'Ironman. Moi, ça m'a vraiment choquée de voir tous ces déchets, qui sont consommés, engendrés à cause de l'Ironman, mais aussi tous ces déchets qui sont jetés au sol. Par moi la première, parce qu'il y a des zones où on doit jeter ces déchets. Deuxième point négatif, mais ça c'est aussi de ma faute, c'est le fait que je parle pas très bien anglais. Je me suis sentie vraiment seule sur cette course, du fait que j'étais dans un pays étranger dont je ne maîtrise pas la langue, et aussi du fait que je ne parle pas l'anglais. Du coup, mon seul contact de toute la course, ça a été un Français. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, on était tous les deux vraiment en train de lutter contre le vent. On a pu échanger quelques mots et c'est vrai que ça m'a redynamisé, ça m'a fait du bien. Mais du coup, ça a été un des points négatifs pour moi de cette course aussi, c'est de pas parler, pas pouvoir échanger quelques mots avec les autres concurrents. Mais du coup, ça me sert de leçon de me dire qu'il va falloir que j'investisse un peu plus l'apprentissage de la langue anglaise. Un dernier mot, je voudrais remercier ma mère, mon beau-père et mon mari de s'être rendus disponibles tout au long de cet événement qui, eux aussi, je pense, ont couru un Ironman ce jour-ci. Un grand merci à vous d'avoir été présents et de votre soutien. Vraiment, sans vous, je pense que j'aurais craqué à plusieurs reprises. Si vous m'auriez vu sur les derniers kilomètres et juste après l'Ironman, c'était un peu comme on dit une parole d'ivrogne, mais je dis plus jamais. Plus jamais, et mon mari m'a dit oui, c'est ça. Comme il a pu l'entendre à plusieurs autres épreuves très difficiles où j'ai dit plus jamais. Et là, on est à J+6 et je me dis pourquoi pas un autre.